J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort fort. Bonjour, Benoît. Allô, Mario, oublie pas que je t'écoutais avec Yasmine. Quand Justin Trudeau est arrivé en 2015, la première chose qu'il a faite à propos des Premières Nations, il a annulé la reddition de comptes qu'avait imposée Stephen Harper. Stephen Harper a dit, là, on vous envoie des milliards, on veut savoir où il va. Puis Justin est arrivé, il dit, non, vous n'avez plus besoin de vous expliquer, vous n'avez pas besoin de justifier. Puis comment se fait qu'il y a certaines personnes sur des réserves qui conduisent des véhicules à 100 000 $ alors que la population a faim puis a de la misère à survivre. Ça, c'est le grand échec de Justin Trudeau dans sa carrière. Ouais, c'est pas le seul. En fait, c'était une promesse qu'il avait faite. Il avait dit que c'était infantiliser les communautés autochtones que de les obliger à déclarer financièrement l'utilisation des fonds. Alors, j'ai trouvé ça bien bizarre, alors que c'est la norme pour les municipalités, pour les organismes publics, tout ce qui est argent public, là, de dire, on est tous infantilisés, ça. Donc, tu sais, on fait notre rapport d'impôt, on va dire quelque chose. Ouais. Je retombe, j'ai 6-7 mois d'âge mental. Oui. Mais c'est correct. Bon, les sans-abri de Montréal se préparent pour l'hiver. Ouais, puis moi j'ai couvert le sujet. J'avais croisé un gars qui s'appelle Michel. Je l'ai interviewé pour les Francs-Tireurs. Je l'avais suivi un matin, une nuit, où il ramassait des canettes. Puis il ramassait ça de façon impeccable. Là. Il arrachait pas tout. Puis j'avais appris, puis je l'ai revu après pour une autre série de télé. Puis il m'avait dit qu'il avait passé la pandémie dans un boisé, là où Louis-Philippe Messier est allé joindre Jacques Brochu, qui a 63 ans, il vit là depuis le 1er août. Et là, les gens voient l'automne arriver, voient l'hiver arriver, puis ils essayent de s'arranger du mieux qu'ils peuvent. Ils veulent pas aller dans des refuges. Sincèrement, moi, je sais comment ça se passe dans les refuges. On peut comprendre pourquoi. Il veut pas y aller. Et là, il s'arrange. Là, je me dis, attends une seconde, là. On n'a pas d'argent pour aider ces hommes-là qui ont travaillé toute leur vie, 63 ans. Mais on a de l'argent, puis là, je suis encore allé voir, avec la maladie mentale de l'administration plante sur ces pistes cyclables. Puis là, tu sais, qu'est-ce qui est plus important, là? Tu sais, le vélo, c'est important. Moi, je suis d'accord avec le vélo. J'aime ça, le vélo. Puis c'est un bon moyen de transport. Puis c'est écologique. C'est bravo. Mais quand tu as un choix à faire, là, et que tu as une capacité de payer limitée, est-ce que tu t'occupes de ces gens-là en priorité? Là, il y a un article dans Le Devoir qui est fascinant, là. Ça se passe à Seattle. Puis l'administration de Seattle, comme San Francisco, était très libéral, très à gauche, très démocrate, très woke. Puis on a laissé aller pendant des années. Et la ville s'est désintégrée, comme à Vancouver. Là. Tu sais, mais il y avait 5 000 sans-abri. Je voyais, Seattle avait 5-6 000 sans-abri il y a 5 ans. Là, c'est rendu 12 000. C'est ça. Puis là, l'administration a dit, là, on va arrêter ça. La police va pouvoir arrêter les gens parce qu'ils consomment sur la voie publique, ce qui est interdit, ils consomment de la drogue, et aussi à propos des comportements qui sont illégaux, puis on va les mettre en prison ou on va les amener se faire traiter. Et il y a rien à la ville de Montréal là-dedans. Il y a rien pour dire l'itinérance, là, les gens qui ont des problèmes de santé mentale. On regarde ce qui se passe à Seattle. Seattle, souviens-toi, Mario, il avait fermé le centre-ville à la suite de la mort de George Floyd. Puis il y a comme 700 policiers qui ont pris leur retraite ou qui ont lâché la job parce c'était plus gérable, Seattle. Tu sais, c'était la ville reine des woke. Alors là, tout à coup, il y a un virement de situation, puis ils disent, là, on veut bien là, les aider, puis on veut pas les torturer, mais il faut sortir les gens de la rue. Puis là, ça se fait à Seattle, puis là, c'est comme la nouvelle trajectoire que ça prend. Ouais, mais c'est tout à côte ouest. C'est ça, j'allais dire, Vancouver, Seattle, San Francisco. Ouais. Toutes des belles villes riches, mais je veux dire, qui ont été complètement, là, qui ont laissé s'installer des campements mal gérés, des campements, des milliers de personnes dans la rue, intoxiquées.
Mais Montréal va devoir décider, là. Montréal va devoir décider qu'est-ce qui est plus important, là. De faire des pistes cyclables sur toutes les artères, tu sais, nord, sud, est, ouest, ou de s'occuper des gens qui sont encore dans la rue puis qui s'accumulent. Tu sais, à un moment donné, au Québec, c'était 5 000, à Montréal, tu sais, 10 000 au Québec. Moi, ces chiffres-là, là, j'ai de la misère à croire ça. Là. Ben, c'est un recensement qu'ils font. Là, ouais. mais ouais. Je veux dire, est-ce qu'on prend la même trajectoire? Est-ce qu'on fait la même erreur qu'on voit dans des villes comme celle de la Côte-Ouest? Moi, je trouve que c'est la question pour Montréal. Là. Si on imite les mêmes affaires, on va obtenir les mêmes résultats. À un moment donné, on va avoir des campements installés. Là, c'est des villages de tentes de sans-abri. Oui, il y avait le regroupement de citoyens Nouveau Montréal qui m'avait dit au printemps, là, il faut comprendre qu'en 13 ans, la Ville de Montréal aura mis 1 milliard pour les vélos. Là, tu dis, oui, 1 milliard? 1 milliard. Avec les pistes cyclables, avec le Bixi, avec tout, là. Sur 13 ans. Ça, c'est Nouveau Montréal, là. C'est un regroupement de citoyens qui m'avait dit ça. Et quand tu regardes, là, tu sais, en plus, il y avait un article, je suis tombé sur un article de Yasmine qui disait 6 millions de bonnies au cadre. L'argent, tu sais, 90 millions pour le chemin Camillien-Hood. Il y a de l'argent à Montréal, il y a 7 milliards de budget. Comment ça fait qu'on peut pas s'occuper de ces gens-là correctement? Alors, tu sais, c'est à lire dans Le Devoir aujourd'hui, là. Il y a des villes qui changent leur fusil d'épaule, là, puis qui disent, là, on va permettre aux policiers de faire leur job. On va sortir les gens qui ont des problèmes de santé mentale, de toxicomanie de la rue. On va les traiter, puis on va arrêter de fermer les yeux sur ce qui se passe. Non. Benoît, on a eu ces deux jeunes de 14 ans là, qui sont allés régler le cas au Wells en Beauce. Il y en a un des deux qui est mort là, dans l'opération. Il y a ces gens, des parents, des travailleurs de rue, d'ailleurs on va en avoir un avec nous là, un peu plus tard dans l'émission, de l'Est de Montréal, qui disent il faudrait une commission d'enquête. Là, les capacités de recrutement, puis les méthodes de recrutement, puis la force de recrutement des gangs de rue, là, ça n'a pas de bon sens, ça nous dépasse. Ils demandent une espèce de commission d'enquête publique, une commission d'enquête du gouvernement sur le recrutement par les gangs de rue. T'en penses quoi? Pas besoin. Laissez faire les policiers, laissez-les faire leur job. Les policiers, les gangs de rue, là c'est parce que y a plus personne qui intervient. Tu sais pourquoi? Profilage racial. Ouais. Là, tu veux pas. Moi, Mario, je suis au courant de ce qui s'est passé. Par hasard, là, par des amis interposés. Ce jeune-là, qui a été tué de 14 ans, il a joué au soccer jusqu'à l'âge de 12 ans. Il y avait des amis, pis sa vie, ça allait bien. Et là, tout à coup, il change de gang d'amis. Puis il arrête de jouer au soccer. Et ses anciens amis arrêtent de le fréquenter aussi parce que ses nouveaux amis sont pas recommandables. Le père de ce jeune-là est allé voir les policiers. Il est allé leur dire, il est allé au poste de police, il est allé leur dire, mon gars a été recruté par des crapules, par des bandits. Et le père est allé au poste de police dire ça. Oui. Et ils ont rien fait. Alors, tu sais, si c'est le cas, là, que peut faire la police? Tu sais, ils sont même pas capables d'aller cogner à la porte et dire, toi, je sais que tu fais partie d'un gang de rue, là, tu sais, c'est quoi le plan de match face à ça? C'est quoi le plan de match pour protéger nos ados face aux gangs qui se regroupent puis qui vont les chercher? Et moi, ce qu'on m'a dit, là, c'était un bon gars, le jeune qui a été tué. C'est un bon gars, puis il a joué au soccer, puis il faisait partie des amis, puis il avait une adolescence normale. Et là, tout à coup, il se fait recruter, puis on voit ce que ça a donné. Le père est allé voir la police a rien fait. Qu'est-ce que tu veux que la police fasse? Qu'est-ce que tu veux que les directions d'école fassent quand ils voient qu'il y a des gangs qui s'organisent comme ça? C'est quoi le pouvoir qu'on nous accorde pour intervenir? Je sais pas. Tu sais, ce jeune-là, c'est triste. Et que les parents se regroupent puis qu'ils sonnent l'alarme, ben ils ont beau sonner l'alarme, comme si on enquête, qu'est-ce que ça va donner? Non, mais moi, j'ai de la misère à le voir. Je vais en parler tout à l'heure. À première vue, j'ai de la misère à voir une commission d'enquête à qui tu fais témoigner, parce que dans le fond, les premiers qu'il faudrait que tu fasses témoigner, c'est les gens des gangs de rue, là. C'est les principaux intéressés, là. Mais eux autres, faut pas te faire témoigner une commission d'enquête, faut te les mettre en dedans, là.
C'est ça. Fait que là, tu sais, t'es mis en dedans pour combien de temps? T'es mis en dedans, s'ils sont mineurs, ils vont à la cour de la jeunesse, puis ils ont des travaux communautaires, puis, tu sais, il y a rien qu'on peut faire face à ça, présentement, dans les circonstances présentes. Merci, Benoît. On repasse ça demain. Salut.